bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un univers à la fois fascinant et ultra compétitif, celui de la beauté haut de gamme. Un secteur toujours en quête de la prochaine idée géniale, de la stratégie qui va séduire et fidéliser une clientèle particulièrement exigeante. Et au cœur de notre exploration, une question assez stratégique qui agite pas mal le secteur. Est-ce qu'on peut vraiment marier deux approches qu'on imagine souvent opposées, le co-branding très prestige et la cosmétique qu'on appelle en marque blanche, le tout sans abîmer cette image d'exclusivité si essentielle dans le luxe. C'est un équilibre subtil, hein. Alors, regardons ça de plus près, comment ça peut marcher ou pas. Pour cette discussion, on s'appuie sur une analyse assez fouillée des pratiques actuelles. On va voir comment ces stratégies, co-branding et marque blanche sont utilisées ou parfois évitées dans la cosmétique premium. Notre objectif ici est essayer de comprendre si cette combinaison, parfois vue comme un peu contre nature, peut finalement être un vrai levier pour renforcer une marque de luxe. Alors, pour commencer, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, avant même d'imaginer les marier, c'est quoi exactement la marque blanche en cosmétique? On en entend parler, mais concrètement. Oui, c'est essentiel de bien poser la définition. Alors, la cosmétique en marque blanche, ou private label, comme on dit aussi, c'est un modèle assez simple en théorie. Une entreprise, souvent un laboratoire spécialisé, va concevoir, développer et fabriquer des produits cosmétiques, mais pour le compte d'une autre société. Et c'est cette autre société qui va mettre sa propre marque dessus, son nom, et qui va commercialiser le produit. Le laboratoire, lui, il prend en charge des étapes vraiment clés. La formulation, évidemment. La conformité réglementaire, ça c'est un point absolument crucial, on n'imagine pas. Le conditionnement aussi, selon ce que veut le client. Et parfois, même la logistique, l'approvisionnement. D'accord, donc c'est plus que juste fabriquer, quoi. Il y a une partie développement, peut-être même proposition de formules qui existent déjà? Exactement. Et c'est là un des gros avantages, même pour des marques qui sont déjà bien établies, hein. Ça permet un accès au marché hyper rapide. Les labos ont souvent des catalogues entiers de formules qui sont déjà éprouvées, testées, conformes aux réglementations. C'est un gain de temps énorme par rapport à une R&D interne qui partirait de zéro. Ah oui, je vois. Et ça permet aussi de maîtriser les coûts, bien sûr. Les frais de recherche et développement, ils sont soit mutualisés entre plusieurs clients du labo, soit déjà amortis par le labo lui-même. Et l'offre peut être très vaste. Certains acteurs, comme celui cité dans nos sources, Carmel Cosmetics Labs, ils proposent plus de 300 formules possibles, hein. Ça va du soin visage, corps, cheveux, aux huiles précieuses. D'accord. Mais alors, si on a accès comme ça à des formules sur étagère, même s'il y en a beaucoup, est-ce que ça ne risque pas un peu de standardiser l'offre? Surtout dans le premium, où on cherche justement l'inverse, l'unicité. C'est là où il faut nuancer. La personnalisation, c'est vraiment l'élément clé. Une marque premium, elle ne va pas juste prendre une formule telle qu'elle. Jamais. Elle va pouvoir demander des ajustements, choisir des actifs très spécifiques, sélectionner des parfums exclusifs, définir des textures particulières qui vont vraiment coller à son identité, à son histoire. Mhm. Et le packaging aussi, bien sûr. Il est entièrement personnalisable. L'idée, ce n'est pas du tout de vendre le même produit sous 10 marques différentes. C'est plutôt d'utiliser une base technique solide, une expertise, pour créer un produit qui, au final, sera perçu comme unique dans sa présentation et dans le récit qu'on en fait. Et il y a cette histoire de volume minimum qui revient souvent, 1000 unités par référence, c'est mentionné. Pourquoi ce seuil est si important dans le premium? Ah oui, ce seuil des 1000 unités minimum par référence, c'est effectivement un marqueur fort pour le premium. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, une question de rentabilité industrielle, tout simplement. En dessous de 1000, les coûts unitaires de production, de réglage des machines spécifiques, de gestion des composants parfois uniques, ça devient trop élevé, surtout si on a des exigences de qualité premium. D'accord. Ensuite, c'est aussi un gage de sérieux, d'engagement de la part de la marque qui lance le produit. Investir pour produire 1000 unités, ça veut dire qu'il y a un plan commercial derrière, une vraie réflexion. Ça filtre un peu les projets moins aboutis, quoi. Ok. Et enfin, ça assure une certaine cohérence et une disponibilité pour les distributeurs sélectifs. Eux, ils attendent un minimum de stock, une certaine pérennité. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce chiffre, 1000, devient presque un signal implicite d'appartenance au segment premium. Ça distingue cette démarche d'une toute petite série artisanale ou, à l'inverse, d'une production de masse. Très clair. On voit bien que la marque blanche premium, c'est déjà toute une stratégie, on est loin d'un truc basique. Et ça m'amène naturellement à l'autre concept, hein, le co-branding.
Si la marque blanche apporte, disons, l'efficacité et l'accès à l'expertise, le co-branding, lui, il joue sur une autre corde, celle de l'image, de l'association entre marques. Tout à fait. Le co-branding, bon, c'est l'alliance de deux marques, ou plus parfois, pour créer un produit ou une gamme ou même une expérience commune. Dans la cosmétique, on en voit plusieurs types. Il y a ce qu'on pourrait appeler le co-branding fonctionnel. Par exemple, une grande maison de couture qui s'associe avec un laboratoire cosmétique reconnu pour lancer sa ligne beauté. Classique. Voilà. L'un apporte l'univers de marque, l'image, l'autre apporte le savoir-faire technique, la formulation. On trouve aussi le co-branding expérientiel. Là, c'est peut-être plus subtil. Une marque de soins qui s'associe à un hôtel de luxe ou à un joaillier, parfois même à un chef pâtissier célèbre. Ah oui. Oui, l'objectif, c'est de créer une synergie d'images, d'univers, d'offrir une expérience client plus riche, souvent liée à un événement ou un lieu précis, et bien sûr, très fréquent, les éditions limitées. Des collaborations ponctuelles, souvent pour une saison, entre deux marques désirables. Ça crée un sentiment d'urgence, d'exclusivité. Et c'est là que ça devient vraiment puissant pour les marques premium. Ce co-branding, c'est un moteur de storytelling incroyable. En associant deux noms, deux univers, on crée une nouvelle histoire, on renforce le côté aspirationnel, on démultiplie la désirabilité. C'est presque de l'alchimie parfois. La façon dont deux marques, ensemble, créent quelque chose perçu comme supérieur à la somme des deux. Mais alors, la question qui fâche. Si on combine les deux, si ce super produit né d'un co-branding prestigieux est en fait fabriqué en marque blanche, est-ce que la magie opère toujours? La grande peur des maisons de luxe, c'est ça. La dilution, la banalisation. L'idée que si on externalise, si c'est potentiellement fait au même endroit que d'autres produits, ça sape l'idée d'unicité, de savoir-faire interne, d'exclusivité presque artisanale. C'est fondé comme crainte. C'est la préoccupation centrale, et elle est légitime, bien sûr. Mais il y a plusieurs éléments qui viennent quand même nuancer fortement cette crainte. D'abord, la qualité intrinsèque du produit. Un laboratoire de marque blanche qui cible le premium, surtout s'il est certifié ISO 22176, c'est la norme pour les bonnes pratiques de fabrication cosmétique, comme le labo cité dans les sources, il applique des standards de qualité, de sécurité, d'efficacité qui sont rigoureusement les mêmes que ceux des labos internes des grandes maisons. D'accord. La qualité de la formule et du process n'est pas moins bonne en soi. Ok, sur la technique, mais la perception. Le terme marque blanche lui-même, il n'a pas une image un peu moins noble, un peu industrielle, un secret qu'ils vont mieux cacher au consommateur final de luxe. C'est un point sensible, c'est vrai. Historiquement, peut-être. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la différenciation, elle se joue beaucoup ailleurs. Comme on disait, la personnalisation peut être extrêmement poussée. Une marque premium ne choisit pas juste une formule A ou B. Elle va co-développer, exiger des ingrédients très spécifiques, rares, sourcés de manière éthique. On parle d'huile de figue de Barbarie, d'or 24 carats, d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires, des choses comme ça. Et surtout, elle va investir massivement dans ce qui fait l'expérience du luxe. Le packaging, on n'est pas sur un simple flacon pompe en plastique, On parle de verre lourd, dépoli, de capot aimanté, de finition métallique spécifique, de design unique. C'est tout cet habillage combiné à un storytelling fort, authentique, qui s'approprie vraiment la création, c'est ça qui va construire la perception premium. L'origine exacte de la fabrication, finalement, elle devient secondaire si l'expérience globale est cohérente et exceptionnelle. Et puis il faut aussi regarder le marché dans sa globalité. Les chiffres de Statista le montrent bien. Le marché mondial des cosmétiques, c'est énorme. On parle de plus de 560 milliards de dollars d'ici 2030. Ah oui, quand même. Et la croissance, elle est tirée par des régions comme l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Sur ces marchés, il y a une vraie appétence pour le prestige des marques connues, oui, mais aussi une demande forte pour des produits adaptés aux spécificités locales. Type de peau, climat, préférence pour certains parfums, et parfois aussi une recherche d'un certain rapport qualité-prestige. La marque blanche, par sa flexibilité, sa rapidité, elle permet justement de répondre à cette demande de luxe pertinent localement. Ce qu'un développement interne long et coûteux ne permettrait pas toujours aussi facilement. Si on regarde ça dans un contexte global, on voit que ce modèle un peu hybride, il répond à une évolution de la demande. Donc, l'idée reçue de la marque blanche égale ennemi du luxe,
ce serait un peu dépassé. Ça peut être un outil stratégique, un accélérateur, mais à condition de jouer le jeu du premium à fond. Investir dans la différenciation via les ingrédients, le packaging, l'histoire, et ce fameux seuil des 1000 unités qui ancre le projet dans une réalité économique et qualitative. Précisément. Et c'est là qu'on voit émerger l'alliance stratégique la plus intéressante. Utiliser en même temps le co-branding et la marque blanche. La combinaison des deux, ça peut créer des synergies vraiment redoutables pour une marque premium. On peut imaginer plusieurs scénarios gagnants. Le laboratoire apporte le comment, l'expertise technique rapide, et le co-branding apporte le pourquoi, la désirabilité, le facteur waouh, c'est un peu ça. C'est une bonne façon de le voir, oui. Prenez l'innovation partagée. Une marque de soins très pointue s'allie à une maison de parfum iconique pour une gamme capsule. Le labo en marque blanche peut fournir l'expertise galénique pour intégrer parfaitement les parfums complexes aux soins et assurer une production rapide pour un lancement événementiel. Chaque marque apporte son aura, le labo apporte la faisabilité technique. D'accord. Ou l'accès à de nouveaux marchés. Une marque européenne veut percer au Moyen-Orient, s'allier en co-branding avec un distributeur de luxe local très influent et développer via la marque blanche une ligne spécifique. Texture légère, parfums orientaux, ingrédients locaux mis en valeur, c'est beaucoup plus rapide et pertinent que d'essayer d'imposer une formule européenne standard. Logique. Développement interne. Ça c'est clair. Et enfin, les expériences retail immersives. L'exemple d'une chaîne d'hôtels 5 étoiles qui s'associe à une marque de cosmétiques est très parlant. Ensemble, via la marque blanche, ils créent une ligne spa exclusive, co-brandée, qui utilise des ingrédients liés à la destination de l'hôtel et qui est vendue uniquement dans les spas du groupe. L'exclusivité vient du canal de distribution, la désirabilité vient des deux noms, et la production est rendue possible et qualitative par la marque blanche. Ça montre bien comment l'exclusivité peut se construire de différentes manières. Oui, ces synergies sont claires et ont l'air très efficaces. Mais ça ressemble quand même à un exercice d'équilibriste, non? Pour que ça marche, que ça ne fasse pas cheap, que le premium soit vraiment renforcé, quels sont les garde-fous absolument indispensables? J'imagine que tout commence par bien choisir son partenaire de production. Absolument. C'est le socle. La sélection rigoureuse du laboratoire partenaire, c'est non négociable. Il ne s'agit pas de prendre le moins cher, mais celui qui garantit une qualité irréprochable, constante. Ça passe par vérifier les certifications, bien sûr, ISO 22176, les bonnes pratiques de fabrication ou GMP, au minimum, la transparence sur la traçabilité des ingrédients, et aussi sa capacité à innover, à être force de proposition sur des textures, des actifs qui sortent du lot. Il faut un vrai partenariat technique. Et une fois qu'on a le bon partenaire, j'imagine qu'il faut mettre le paquet sur ce que le client final voit et touche. Le produit lui-même doit gommer toute idée de standard, non? Exactement. Deuxième pilier, le packaging différenciant. Dans le luxe, le contenant est au moins aussi important que le contenu pour la première impression. Il faut fuir à tout prix le déjà vu, la standardisation. Ça veut dire investir dans des matériaux nobles, verre lourd, céramique, métal. Des designs exclusifs, des détails qui créent une expérience sensorielle. Les capots lourds, les clics magnétiques, les gravures. Oui, les petits détails qui changent tout. C'est un poste de coût important, mais c'est indispensable pour justifier le positionnement. Et pour le contenu lui-même, même si la base technique vient du labo, il faut quand même y mettre quelque chose d'unique, de précieux. C'est le troisième point clé, les ingrédients nobles et traçables. Pour construire une histoire crédible, pour séduire une clientèle qui s'y connaît, il faut des actifs qui sortent de l'ordinaire. Des actifs dont on peut raconter l'origine, prouver les bienfaits. Huile de nigel pressée à froid, eau de rose de Damas certifiée bio, extrait marin de zones préservées. L'efficacité perçue est directement liée à la préciosité des ingrédients mis en avant. Tout ça, ensuite, il faut le raconter. Le storytelling, il est encore plus crucial ici, j'imagine, pour justement compenser ce potentiel déficit d'histoire interne. C'est le quatrième facteur, oui. Ok. Une communication transparente et authentique. Il ne s'agit pas forcément de cacher qu'on travaille avec un partenaire, attention, mais plutôt de mettre en avant l'expertise combinée, la rigueur du développement, les valeurs qu'on porte, l'éco-responsabilité, le sourcing éthique, le savoir-faire spécifique de la marque qui signe le produit, son expertise couleur ou parfum ou son approche globale de la beauté. L'authenticité du discours est primordiale pour créer la confiance. D'ailleurs, on pourrait même se demander si, à terme, une certaine transparence sur ce point ne pourrait pas devenir un atout. Intéressant. On y reviendra peut-être.
Et enfin, pour que le produit reste désirable, il ne faut pas qu'on le trouve partout. C'est la condition sine qua non de la distribution sélective. Un positionnement premium, c'est inséparable d'un réseau de distribution choisi, cohérent, boutiques en propre, grands magasins prestigieux, concept store pointu, spa d'hôtels de luxe, un e-commerce haut de gamme bien maîtrisé. La rareté, même si elle est organisée, participe à l'aura de la marque. Et ça boucle la boucle avec notre dernier point, qu'on a déjà évoqué. Les volumes cohérents, ce fameux seuil des 1000 unités minimum par référence. Exactement. Il garantit non seulement la viabilité industrielle pour produire avec qualité, mais il envoie aussi un signal au marché, distributeurs, clients. Il dit que la marque s'inscrit dans une démarche sérieuse, structurée, digne du segment premium. C'est un filtre, et c'est un message en soi. Bon, pour illustrer tout ça, est-ce qu'on a des exemples concrets? Comment ces stratégies combinées se voient chez des acteurs connus? On pense souvent à Sephora Collection dans le groupe LVMH. Oui, Sephora Collection, c'est un cas d'école fascinant. Une très grande partie de leur offre, maquillage, soins, accessoires, est développée en marque blanche par des partenaires industriels. Pourtant, l'image globale de Sephora reste celle d'un distributeur premium, voire luxe. Comment ils font? D'abord, par la qualité et l'innovation constante des produits Sephora Collection, qui collent aux tendances. Ensuite, par un positionnement prix qui est accessible par rapport aux marques de luxe vendues juste à côté. Ça crée une désirabilité, ça rend le magasin attractif. Ah oui. La marque blanche sert ici la stratégie globale du distributeur, démocratiser les tendances tout en gardant une image globale aspirante. Le co-branding, chez eux, se fait plutôt via des collaborations ponctuelles avec des influenceurs ou des designers, mais sur cette même base de marque blanche. C'est une utilisation très orientée retail. Et pour une marque de luxe plus classique, par exemple dans l'hôtellerie haut de gamme, Prenons l'exemple des hôtels Ritz-Carlton, mais c'est vrai pour beaucoup de palaces. Ils proposent souvent dans leur spa des lignes de soins exclusives. Très fréquemment, ces lignes sont le résultat d'un co-branding entre l'hôtel et une marque de cosmétiques spécialisée, parfois moins connue du grand public. La production, elle, est très souvent assurée en marque blanche. Pourquoi? Pour permettre une personnalisation très poussée. Adapter les formules, ajouter des ingrédients signatures liés à l'hôtel ou à sa région, créer un packaging qui reprend les codes visuels du palace. d'accord. Ici, la marque blanche permet de créer une expérience ultra premium, hyper exclusive parce qu'elle est liée au lieu. Et ça renforce l'image luxe des deux partenaires. La valeur est dans l'expérience globale et l'exclusivité du contexte. On pourrait aussi mentionner rapidement le phénomène des marques d'influenceurs comme Kaka Beauty et Kylie Cosmetics. Leur collaboration explosive, elle reposait sur quoi, Evelyne? La puissance de leur nom, un co-branding familial ou personnel très fort, combiné à la capacité de labo en marque blanche de produire très vite, en très grande quantité, des produits tendances. Le packaging et le storytelling faisaient le reste pour asseoir un positionnement perçu comme luxe par leur communauté. Ces exemples montrent bien la flexibilité de ces stratégies finalement. Quand c'est bien maîtrisé, l'alliance marque blanche et co-branding, ça semble être effectivement un outil puissant. On est loin du simple pis-aller ou du risque de dilution. C'est la conclusion qui se dégage, oui. Loin d'être opposées, ces deux approches peuvent former une alliance stratégique vraiment efficace dans le premium. C'est une voie pour concilier l'innovation rapide, l'adaptation au marché, un storytelling puissant et le maintien d'une image de prestige. Mais, attention, le diable est vraiment dans les détails. Et ces détails sont cruciaux. Pour résumer, si on veut que ça marche, il faut des piliers solides, un partenaire laboratoire irréprochable, un investissement conséquent dans un design unique et un storytelling authentique, Tout à fait. une distribution maîtrisée, sélective, Essentiel. et ce fameux seuil de production minimum comme marqueur de sérieux et d'engagement qualitatif. Sans ça, le château de cartes premium risque de s'écrouler. Exactement. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Ça demande une grande maîtrise de tous ces paramètres pour transformer ce qui pourrait être une contrainte, l'externalisation, en un véritable avantage stratégique. C'est une vision très actuelle de la façon dont se fabrique le luxe dans la beauté aujourd'hui. Et pour ouvrir un peu la réflexion, une dernière question qui prolonge un peu notre discussion. On a beaucoup parlé d'authenticité, de storytelling. Dans un monde où les consommateurs, même ceux du luxe, cherchent de plus en plus de transparence, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur où le fait d'assumer, d'expliquer le recours à un partenaire d'excellence en marque blanche ne serait plus un tabou, mais au contraire un gage d'honnêteté, d'intelligence stratégique? Est-ce que cette transparence sur les coulisses de la fabrication pourrait, paradoxalement, renforcer la confiance et l'attachement à la marque? Voilà,